On va reprendre notre après-midi qui fait se succéder 3 interventions de type très différents, comme vous l'avez vu, enfin en tout cas sur les 2 premières, et la 3e le sera aussi. J'ai donc demandé dans cette volonté d'interroger la question de la théorie, de la théorie contemporaine et du rapport théorie-pratique. Je trouvais vraiment intéressant d'avoir avec nous aujourd'hui Mathieu Pote-Bonneville, que certains d'entre vous connaissent, qui est philosophe, qui a écrit pour moi un livre très important qui s'appelle D'après Foucault avec Philippe Artière, Geste, pratique, geste, lutte, programme, et qui, je trouve, retraçait bien son activité, l'activité d'autres philosophes de sa génération et qui ont formé une sorte de collectif, notamment autour de la revue Vacarme qui a été fondée en 1997 et qui précisément se posait cette question de réengager la théorie et la pratique et les pratiques artistiques ensemble. Mathieu occupe aujourd'hui un poste très différent à l'Institut français et je trouvais intéressant de retracer un parcours qui allait du militantisme, du lien entre philosophie et militantisme au lien entre philosophie, idées et institutions. Et donc c'est comme ça que je t'ai invité, Mathieu, et je ne sais pas si c'est de cela que tu vas parler, mais c'était l'invitation qui t'était faite. Merci. Est-ce qu'on m'entend là ? Oui, à peu près. Merci Lionel, merci de cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Après l'exposé très impressionnant de Lisa Whedon et la forte émotion qu'a suscité à la fois l'évocation du collectif Abou Nadara, dont j'admire énormément le travail, et puis l'idée d'une politique de l'incertitude qui, dans la revue Vacarme, il y a longtemps, nous a occupés. Je ne sais pas très bien comment réamorcer l'affaire. Alors, je m'étais dit que j'allais commencer par une citation, mais devant l'ampleur de la tâche, je vais commencer par 2 citations. La première, je la tire du livre de Patrick Boucheron qui s'appelle « Léonard et Machiavel », roman dans lequel, étrange livre à mi-chemin de l'histoire et du roman, où il s'agit de reconstituer justement une hypothétique rencontre ou croisement, un croisement possible entre Machiavel et Léonard de Vinci. Voici ce qu'écrit Patrick Boucheron. La scène que l'on doit reconstituer rassemble donc 2 contemporains. Reste une énigme, pourquoi ne nous disent-ils rien l'un de l'autre ? Cette ignorance mutuelle que l'on peine à trouver accidentelle est peut-être la part d'ombre la plus attirante de cette histoire, le vide le plus vertigineux qui donne envie d'y précipiter du discours, mais pas de manière trop brusque, non. Plutôt en y jetant nos mots un à un, parcimonieusement, à la manière des enfants au bord des cratères lorsqu'ils visitent les volcans anciens, et qui demeurent à la fois paralysés et vibrants du désir d'y vider leurs poches pour entendre le bruit que fait la pièce de monnaie lorsqu'elle tombe au fond, et sachant bien d'ailleurs qu'ils n'entendront rien, car la fosse est trop vaste. Nommer ce silence est impossible, et un peu plus loin, Boucheron rectifie. Contemporanéité est un mot qui boite et qui grince, mais c'est le bon mot. Il exprime l'une des ambitions de ce petit livre, comprendre ce qu'être contemporain veut dire. Deuxième citation, deuxième élément, celui-ci je le tire d'un entretien que le critique de cinéma Serge Danet avait donné peu de temps avant sa mort dans un éphémère magazine que publiait alors Michel Butel et qui s'appelait « Encore ». Entretien qui était précisément titré « De quoi suis-je contemporain ?» Et voici ce qu'écrivait Danet. Nous avons grandi dans cette conscience, celle de René, d'Antonioni, de Godard, de gens qui avaient 15 ans de plus que nous. Les derniers grands enregistreurs sont des gens comme Cassavetes ou Piala. Ils prennent un psychotrame et ils l'observent. Ils ont une machine dont ils savent qu'elle enregistre, et même plus que ce que l'on voit.
Ils disent « tout ce qui est enregistré, on l'assume ». On regarde, on filme, on re-regarde et on voit ce qu'on n'a pas vu. Straub et Godard, ce n'est que cela. Cette histoire-là m'a beaucoup marqué. Je ne pense pas que ce soit celle d'aujourd'hui. Peut-être faut-il laisser reposer cette histoire, car ce serait ennuyeux de faire disparaître la question qu'il y avait derrière. De quoi suis-je témoin? De quoi suis-je contemporain? On n'est jamais témoin de son histoire. On est témoin de l'histoire juste avant. Notre génération est composée de gens qui ont été absolument persuadés que si jamais le fascisme revenait, pas de problème, on saura l'en empêcher. On se définit toujours par rapport à une lutte qui n'est pas celle que l'on mène vraiment. Alors, vous aurez reconnu peut-être dans ces deux citations, au hasard de ces deux citations, quelques-unes des questions qui sont puissamment agitées dans le livre de Lionel Ruffel à propos du contemporain. J'en signale 2 ou 3 sur lesquelles je vais revenir. D'abord, théoriser le contemporain consisterait toujours à rapprocher des événements, disons, simultanés, coïncidant les uns avec les autres, mais sans faire disparaître pour autant ce que cette conjonction peut avoir de contingent, de précaire, d'inexplicable, en bref, sans recouvrir trop vite le vide qui sépare les séries événementielles qu'il s'agit de lier ensemble. Penser le contemporain, ce serait rassembler tout en les laissant libres des événements disparates et divers. Avec ce vide au milieu, hein, et ça pose le problème du type de discours qui peut prendre en charge ce genre de rassemblement-là. Parce que la théorie a au fait de recouvrir cette diversité d'une unité explicative. Dans le passage, dans le texte de Danet, les 2 citations m'intéressent aussi parce qu'elles appartiennent à des genres hybrides. L'entretien, le livre dont on ne sait pas si c'est un livre d'histoire ou un livre de littérature. Dans le texte de Danet, me frappe, outre la mention de l'enregistrement, et qui renvoie d'une certaine façon à la question de l'image et du cinéma, saisir le contemporain, ce serait l'enregistrer. Mais ce qui est puissant dans la pensée de Danet dans ce passage, c'est que même ce geste ultra direct d'enregistrer ce qui est en train de se passer, même ce geste est pris dans une histoire, dans une pensée qui a son histoire. Ici, Danet en cite les sources, les références, et pensée qui, d'une certaine façon, renvoie à un passé récent. De telle sorte que, regardant ce qui arrive aujourd'hui, je le regarde, il m'arrive de le regarder, ou je peux le regarder, depuis un protocole expérimental, depuis un protocole esthétique qui, lui, date d'hier, avec une sorte d'effet retard qui me contraint à ne pas voir ce qui est en train de se passer. Et Danet a ce très beau mot, il faudrait laisser reposer cette pensée-là, comme on laisse reposer une pelouse qu'on a trop parcourue, ou une pâte à tarte avant de se remettre à la pétrir. Tout cela m'intéresse parce qu'il me semble que théoriser le contemporain et théoriser au contemporain, comme on dirait au présent ou aujourd'hui, c'est nécessairement rencontrer l'ensemble de ces questions-là, la pluralité de ce qu'il s'agit de saisir, la prudence qu'il faut pour ne pas l'écraser trop vite sous un discours explicatif, et la pesée de ces théories antécédentes qui sont à la fois des conditions de possibilité et des conditions d'impossibilité de la saisie de l'événement. Mais la raison essentielle pour laquelle j'ai convoqué ces 2 citations, c'est qu'elles me permettaient de gagner du temps, c'est-à-dire de différer un certain nombre d'embarras
embarras dont le dépli va occuper presque la totalité du temps dont je dispose. Je suis embarrassé. Je suis embarrassé à plusieurs titres. D'abord parce que Lionel m'a demandé une chose compliquée, qui est, dans une session de clôture, d'intervenir en praticien. Les clôtures sont des moments où on prend du recul, où on prend de la hauteur. C'est d'autant plus étrange, sans doute nécessaire, mais étrange, de déplacer ce geste-là, ce rituel-là, pour, au contraire, essayer de vous parler de ce qui se passe aujourd'hui lorsque, pratiquement, on essaie de produire de la théorie. D'essayer de rendre compte de quelques protocoles théoriques. Comme disait, parce que tout est piégé en l'affaire, Louis Althusser, dans un texte qu'il consacre aux thèses sur Feuerbach de Marx, souligne ceci, il a cette phrase: « Affirmer le primat de la pratique est une proposition essentiellement théorique. » Il ne suffit pas de dire que la pratique est première. Si on se contente de dire que la pratique est première, on formule une thèse. Et cette thèse, comme toute thèse, a quelque chose de profondément surplombant. Donc, premier embarras, je voudrais essayer de trouver ici une autre façon d'aborder les questions théoriques, disons le point de vue de l'artisan ou du professionnel, mais d'une profession, d'un métier ou d'un ensemble de métiers un peu étrange, puisqu'il consiste à produire de la pensée ou à amener d'autres personnes à produire de la pensée. Arrive ici le deuxième embarras, qui est un embarras biographique. Ce qu'il y a d'habitude de pratique quand on fait de la théorie, c'est que ça évite de parler de soi-même. Et ce que tu m'as demandé, c'est au contraire d'essayer de parler de moi, c'est-à-dire de mon métier, de mes métiers, puisqu'il se trouve que j'ai successivement occupé, ou je me suis occupé, comme on s'occupe des plantes, occupé d'une série de lieux qui étaient des lieux de production de théorie. Tu as cité la revue Vacarme. Vacarme, dont la baseline était et est toujours entre art et politique, savant et militant. Et je souligne le « entre ». Je me suis occupé du Collège international de philosophie, que j'ai présidé pendant 3 ans et dont la baseline était le motif de l'intersection pourrait être une charte pour le collège. Et de nouveau, il était question de l'antre. Et je m'occupe maintenant d'une petite équipe qui porte un nom extraordinaire, puisqu'elle s'appelle le pôle Idées et Savoir, à l'Institut français, qui s'occupe de la politique étrangère culturelle de la France, en gros. Je trouve que ce nom qui semble référer au savoir absolu de Hegel dans un bureau de ce genre a quelque chose de tout à fait poétique. Je mentionne cette succession, pourquoi ? Parce que ce dont je voudrais rendre compte, c'est d'une pratique hybride. Et s'il m'intéresse d'en rendre compte, c'est parce que je pense que les lieux de l'hybridité théorique, les lieux de l'antre du théorique, sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux qu'on ne pense. Autrement dit, qu'il y a au creux, non seulement dans les pratiques minoritaires, mais au creux même des institutions, des pans à l'intérieur desquels des productions théoriques alternatives sont possibles, ce qui ne veut pas dire qu'on sache les penser. Arrive mon troisième embarras, qui est un embarras, cette fois-ci, métaphorique. Puisque, pour essayer de caractériser cette position dans laquelle, aujourd'hui, un certain nombre de gens produisent de la théorie, pour caractériser cette position, j'ai proposé un titre, le genre de titre qu'on donne quand on ne sait pas ce qu'on va raconter. J'ai dit « penser entre les lignes ». Puis je me suis rendu compte immédiatement que cette métaphore, entre les lignes, on pouvait l'entendre de 3 façons, que aucune de ces 3 façons n'était vraiment avouable. Entre les lignes,
qu'est-ce que ça veut dire penser aujourd'hui entre les lignes? On peut l'entendre à la manière deleuzienne. On sait que chez Gilles Deleuze, le réel se distribue par lignes, autrement dit par série de déterminations possédant chacune sa consistance propre, mais qui ne prennent pas naissance ensemble dans une même unité conceptuelle préalable, qui n'ont pas non plus vocation à se rejoindre au terme d'une histoire téléologique, que les choses, le réel se distribue par pistes. Bon. Et que, au fond, penser, c'est toujours croiser ces pistes entre elles. C'est une très belle idée. C'est une idée dont il me semble, et je vais y venir dans un instant, qu'elle est aujourd'hui aussi vraie qu'elle est usée, aussi vraie qu'elle est devenue inaudible à force d'être vraie et à force d'avoir été répétée. Autre manière d'entendre la métaphore entre les lignes, penser entre les lignes. Penser entre les lignes, c'est pas seulement poser en Gilles Deleuze, mais c'est aussi poser en combattant entre deux lignes de front. Entre les lignes, cela peut s'entendre comme l'affrontement entre différentes forces. On parle des lignes pour parler de la manière dont des armées affrontées se distribuent. Penser entre les lignes, ce serait circuler à l'intérieur d'un champ fondamentalement conflictuel. Je crois que c'est vrai, je vais y venir, mais je crois que c'est une métaphore tout à fait abusive parce qu'il y a là un héroïsme à peu de frais. Quelles que soient les lignes théoriques entre lesquelles on se tient, elles ne seront jamais aussi dures que celles qui séparent les combattants d'Alep. Troisième manière d'entendre la métaphore penser entre les lignes. En français, quand on dit écrire entre les lignes, on dit sous-entendre quelque chose. Quand on dit, je l'ai dit, il faut lire entre les lignes, ça veut dire lire un texte pour deviner l'intention cachée de son auteur. Et je crois qu'aujourd'hui, penser entre les lignes veut dire cela, mais évidemment, il ne faut pas abuser de cette métaphore, sinon on se donne à peu de frais l'impression de penser quelque chose, alors que peut-être on ne pense rien de véritablement consistant. Bon. Pour retourner les choses, dans ces trois embarras, dans ces trois métaphores, je voudrais avancer trois hypothèses qui, pour moi, définissent l'espace théorique aujourd'hui. Je crois que faire de la théorie aujourd'hui, now, c'est se confronter à trois difficultés. La première, qui renvoie à ce que disait Danet à propos de la nécessité de faire reposer les théories, la première, c'est la vérification et l'usure des caractérisations théoriques qui, jusqu'ici, nous ont servi, qui nous ont longtemps servi de viatique, de pense-bête, d'aide de mode d'emploi. Je pense que, il est très troublant, je trouve. Je parlais de Deleuze il y a un instant, mais on pourrait parler aussi bien de Derrida. Il est très troublant pour moi que ces pensées sont devenues à la fois absolument incontestables et rigoureusement impraticables. Il y a un devenir monde, par exemple, de la philosophie de Derrida. La dissémination, la manière dont toute présence est creusée par un renvoi des signes entre eux, ça porte aujourd'hui un nom, ça s'appelle Internet. Il y a un devenir monde de la philosophie de Derrida, mais dans cette mesure justement, convoquer Derrida, pour moi, d'autres le font volontiers, mais pour moi c'est devenu impossible parce que j'ai l'impression de chanter une chanson que tout le monde connaît déjà. D'une certaine façon, avec Foucault, c'est pire, je ne vais pas m'y attarder, mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté pour mon compte d'écrire à propos de Foucault, c'est qu'il me semblait que les ressources critiques de cette pensée
ressources liées au décalage entre cette pensée et le réel dans lequel elle s'inscrivait, ces ressources s'étaient pour une partie épuisées parce que cette pensée avait rejoint le monde, était devenue monde d'une certaine façon. Donc, nous avons un problème, c'est que les ressources théoriques dont nous disposions, dont je disposais en tout cas, sont devenues à la fois incontestables et impraticables. Deuxième élément de diagnostic qui, à mon avis, pèse sur le contemporain, c'est la très grande polarisation. Je parlais tout à l'heure de lignes de front. Je crois que, étrangement, là même où aujourd'hui les lieux de production du théorique se multiplient, jamais, en un autre sens, le champ discursif de la théorie n'a été aussi partagé, aussi clivé entre des mondes irréconciliables. Et je vais en donner un exemple dans 2 minutes, pour être moins abstrait. Enfin, troisième élément de diagnostic, l'une des choses qui me frappe aujourd'hui et que le numérique rend plus patent encore, je disais écrire entre les lignes. Quand est-ce qu'on écrit entre les lignes? Quand on ne peut plus écrire explicitement. Et je crois que notre temps vérifie une chose que le XXe siècle n'a cessé de répéter, mais que le XXIe accomplit, c'est l'impossibilité absolue du métalangage. Il n'est plus possible aujourd'hui d'occuper le lieu de la théorie si par lieu de la théorie, on désigne un lieu en surplomb vis-à-vis des discours en présence et un lieu depuis lesquels, dans une position à la fois de neutralité et de vérité, il serait possible de décrire la distribution des discours. Usure des catégories des ressources disponibles, polarisation du champ, impossibilité du métalangage. Je suis beaucoup trop abstrait. Je donne un exemple. Juste un instant. Le 1er avril dernier, apparu sur une revue en ligne, une revue de sciences humaines en ligne française qui s'appelle Les Carnets Zilzel, un article qui rendait compte d'un canular, d'une blague, mais d'une blague dans la lignée, dans l'esprit des blagues qu'avaient faites, qu'ont rendu célèbres Sokal et Bricmont, c'est-à-dire d'une blague destinée à piéger un théoricien ou une théorie. Cette blague était due à deux philosophes qui ont créé une théoricienne fictive, Benedetta Tripodi, théoricienne auteure d'un texte sur l'ontologie du queer, texte soumis au Badiou Studies, à la revue Badiou Studies, et accepté par les Badiou Studies, alors même que l'unique objet de ce texte était de se vautrer dans le non-sens, disons. Or, il se trouve que Alain Badiou est membre du comité de rédaction de cette revue. Donc, les deux auteurs, les deux philosophes, tiraient parti de ce canular pour démonter l'aura intellectuelle dont jouit Alain Badiou. Je ne saurais vous dire le désespoir, l'accablement dans lequel m'a plongé cette lecture. Je crois que si je buvais encore de l'alcool, je me serais saoulé à mort. Parce que, d'une certaine façon, se décrivait là un espace dans lequel aucune des positions n'était féconde, n'était intéressante, n'était le genre de position théorique qu'on a aujourd'hui envie, que j'ai aujourd'hui envie d'accepter. Se retrouver invité à choisir entre Alain Badiou, dont il me semble qu'une part du succès vient du fait qu'il reconduit une posture philosophique qui était celle des penseurs du post-structuralisme,
mais une posture qui n'est pas une posture contemporaine, ne serait-ce que dans sa signature singulière. Est-ce qu'aujourd'hui on pense seul? Est-ce qu'aujourd'hui on pense en signant ses livres de son nom? Je ne sais pas. Être donc amené ou invité à choisir ou à arbitrer entre Alain Badiou, la philosophie analytique qui démontre l'inanité d'Alain Badiou, ou les Badiou Studies, autrement dit, une publication à prétention scientifique qui en même temps entend se marquer sa différence, mais qui n'entend en même temps que mimer les formes, y compris dans le titre, de la pensée académique. Tout ça me paraissait absolument accablant. Et mon accablement a redoublé quand j'ai lu la description que les deux philosophes proposaient des causes de la notoriété d'Alain Badiou. Je vous cite le passage parce qu'il est très intéressant. Pardon. Voilà. Comprendre la position de Badiou dans les systèmes qu'il traverse requiert de distinguer plus finement que la simple dualité académie-média. À côté du noyau dur de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'académie, pour aller vite, c'est-à-dire l'université et les établissements de recherche, CNRS, INSERM, INRA, etc., il faut reconnaître une zone médiane qui inclut l'édition, l'organisation de séminaires ou de conférences extra, para, crypto-académiques, ne délivrant aucun diplôme, parenthèse, par exemple le Collège international de philosophie. Certains séminaires réguliers, ouverts, tenus dans des institutions savantes, divers centres ou instituts de philosophie auto-institués, les universités populaires, etc. Je vous laisserai poursuivre la lecture. Évidemment, me peinait un peu le fait que la seule institution crypto-académique citée soit le Collège international de philosophie, mais ce qui me frappe encore davantage dans cette description, c'est la manière dont toute médiation, tout lieu intermédiaire entre, disons, la sphère médiatique et la sphère académique se trouvait renvoyé à sa fonction de légitimation fallacieuse, de légitimation en trompe-l'œil de fausses valeurs académiques. Ce qui me frappe dans le paysage que cet article décrit, c'est la négation radicale de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire tâcher de produire des espaces interstitiels au sein desquels une pensée qui ne soit pas spontanément ordonnée à l'académie, mais qui ne soit pas non plus directement organisée en fonction de l'agenda médiatique, soit possible. Ça me paraissait totalement irrespirable. Bref, post-scriptum à cet exemple, et je le donne parce que je pense que pour moi, l'enjeu de ce type de rencontre est là, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la difficulté qu'il y a à installer quelque chose comme une pensée dans des espaces interstitiels aujourd'hui. C'est très répandu, ça n'est pas très populaire. Petit post-scriptum, j'avais pensé écrire en fait, parce que le responsable de cette revue est quelqu'un par ailleurs de tout à fait estimable. J'avais pensé écrire un article sur cette affaire. J'avais déjà d'ailleurs une exergue dont j'étais très content, toujours comme c'est tout ce qui reste de l'article en même temps, qui était une citation du général de Gaulle qui disait « Entre les communistes et moi, il n'y a rien ». Il me semblait que la polarisation que décrivait cet article entre l'académie et les médias ressemblait assez au type de paysage politique que le général de Gaulle envisageait. Et puis, au hasard d'un couloir, j'ai rencontré Pascal Angèle, dont j'ai compris qu'il régnait au fond sur l'ensemble de cette opération, et qui m'a dit « Ah, vous allez écrire pour nous !» Ce qui m'a évidemment immédiatement contraint et amené à renoncer à mon projet, parce qu'il n'était pas de lieu tiers,
parce qu'il n'était pas d'espace à l'intérieur duquel articuler, rendre possible la description de cette diversité des espaces. Donc, voilà le problème pour moi. Il me semble que une description, une compréhension pratique des conditions d'élaboration de la théorie aujourd'hui doit commencer par repérer très précisément ces conditions d'impossibilité, c'est-à-dire la manière dont à la fois les lieux d'expression, de maturation, de rumination théorique se multiplient et la façon dont les légitimer ou les décrire ou les repérer ou les défendre est extrêmement difficile. Pour cette raison, et je voudrais passer à peut-être un peu long déjà, à la dimension positive de mon propos, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que de produire de la théorie si cela ne consiste pas à se résigner à la position académique, à adopter des positions discursives dont il me semble qu'elles appartiennent au passé, ou à désespérer de cette... ou à laisser, au fond, parce que c'est ça l'enjeu, je ne l'ai pas dit, mais c'est pour moi l'enjeu, ou à laisser l'espace du discours et de la pensée se briser, ce qui pour moi est un enjeu politique tout à fait majeur, entre les spécialistes d'un côté et les polémistes de l'autre côté. Il me semble que le débat public est aujourd'hui en train de se fendre, comme un arbre se fend, entre des spécialistes qui appartiennent à la sphère académique, mais dont l'adresse à l'opinion publique n'est plus l'enjeu premier, et des polémistes qui tirent leur légitimité de s'opposer à la sphère du savoir, d'affirmer haut et fort qu'ils n'appartiennent pas à ce cercle-là, et que la construction de leur autorité, c'est l'opposition à ce monde du savoir. En France, on pourrait citer un certain nombre de noms qui occupent précisément cette position adverse. Il me semble que, dans le même temps, il est impossible de se satisfaire de la réduction que j'ai citée tout à l'heure, mais il est impossible aussi de laisser les choses se fendre de cette façon. Le problème est donc, pour moi, le problème aujourd'hui de la production de la théorie, c'est de produire, de produire ce que j'ai appelé, ce que j'aimerais appeler des amplificateurs. J'ai beaucoup aimé dans votre intervention la notion de echo chamber effects, parce que je crois que davantage que des formes de légitimation théorique des lieux de production de la théorie, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui permettent de relayer, renforcer, mettre en réseau, faire résonner ensemble des productions conceptuelles, des productions artistiques, sans surplomb, mais en comptant sur une forme de contagion ou de système d'écho entre ces productions. Compter donc sur une contamination de proche en proche, bien davantage que sur le geste théorique qui consiste à passer par-dessus. Je voudrais donner deux exemples, liés directement pour le coup à ma pratique actuelle, dans cet étrange lieu institutionnel où je travaille. Le premier, c'est ce que j'ai essayé de faire, ce que nous avons fait avec la curatrice Rebecca Lamarche-Vadel au Palais de Tokyo ces dernières semaines, en installant en marge de la carte blanche donnée à l'artiste Tino Sehgal une série de conversations réunissant des philosophes, des artistes, des cinéastes, des écrivains, et les réunissant pour converser, sans pour autant commenter.
Ce qui était très intéressant, ce qui est très intéressant si vous avez vu cette exposition, l'exposition de Tino Sehgal, qui met donc en œuvre, qui met en place des systèmes interactionnels. L'exposition est essentiellement composée de gens qui interagissent avec vous selon des règles complexes, qui entrent en conversation ou pas, qui s'approchent de vous ou s'éloignent, qui dansent autour de vous, qui vous répondent tout en vous tournant le dos, etc. Qui figurent et qui mettent en œuvre divers types d'interactions entre l'individu et le collectif. Disons les choses comme ça. Ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est la manière dont elle appelle la théorie tout en la décourageant tout à fait. D'un côté, cette exposition donne envie d'en parler. Elle donne envie de penser à ce que l'art peut aujourd'hui raconter de l'interaction sociale. D'un autre côté, elle intègre à son propre jeu le système du commentaire et le rend par là même impossible dans son extériorité. Dans l'une des pièces, au 3e sous-sol, vous allez au 3e sous-sol, vous entrez dans une pièce où les gens vous tournent le dos, disent des choses étranges, et si vous dites quelque chose à la personne qui vous accompagne, il dit viens chérie, on y va. Ils disent we have a comment, who will answer? Et une conversation s'engage à propos de ce que vous venez de dire, de sorte que le jeu du commentaire est intégré à l'économie de l'œuvre et par là même découragé dans son extériorité vis-à-vis de l'œuvre. Comment commenter, comment discuter un dispositif esthétique qui interdit toute extériorité? Vous voyez qu'en un sens, cette question n'est pas très loin de celle qu'on se posait tout à l'heure. Comment trouver une forme de discussion là où aucune extériorité, aucun surplomb, aucune montagne théorique n'est possible? Nous avons mis en place des conversations dans lesquelles le jeu consistait justement à ne pas commenter l'œuvre. C'est-à-dire que nous avons invité chacun des intervenants à discuter de ses problèmes, des problèmes qu'il rencontrait dans son travail philosophique, dans son écriture, dans sa production esthétique ou cinématographique, de telle sorte que, plutôt que de la théorie, se produisent ce que Wittgenstein appelait des ressemblances de famille. Des ressemblances de famille, vous avez dans une famille, vous avez le même nez que votre frère, qui a les mêmes oreilles que sa grand-mère, mais vous n'avez pas forcément les mêmes oreilles que votre grand-mère. Les choses se font de proche en proche. De la même manière là, il s'agissait de dégager par grappe des éléments de problématique dont aucune ne pouvait être rassemblée ou synthétisée dans une proposition théorique. Il fut question dans ces conversations de présence, d'expérience, d'objectivité et de subjectivité, mais d'une manière, encore une fois, latérale plutôt que surplombante ou verticale. De la même manière, autre exemple sur lequel je vais aller assez vite, j'organise le 26 janvier prochain un événement mi-festif, mi-théorique, dont la colonie sera d'ailleurs partie prenante, en tout cas je l'espère, qui s'appellera la Nuit des idées, et où il s'agit de définir un protocole très simple. Nous invitons un très grand nombre de lieux de savoir et de culture, universités, musées, laboratoires, hôpitaux, à proposer des débats et des rencontres sur une même thématique, un monde commun. Je dis nous parce que Marc Alizard, qui est caché quelque part au fond de cette salle, est partie prenante de l'aventure. Proposition très simple, ce soir-là, ce même soir, il sera question d'un monde commun, c'est-à-dire de la question des commons, dans des lieux très différents, très disparates, et qui pourront se voir mutuellement par un système de captation et de retransmission. Ça va se dérouler dans 35 pays maintenant. Donc de 11h du matin, ça commencera à Tokyo, ça se terminera à Los Angeles.
Et l'intérêt, évidemment, derrière la dimension événementielle et festive de la chose, c'est que soit posée en commun, mais aussi dans toutes leurs différences, la question des communs, puisque il sera question ici des communs au sens environnemental et écologique du terme. Là, de la question de l'hôpital comme lieu commun ou entre soignants et soignés. Ailleurs, de l'enclavement comme situation commune à un certain nombre de pays, et des économistes poseront la question des communs et des institutions capables de s'en charger, etc. En bref, dans ce genre de dispositif, et je ne vois pas d'autre mot que amplificateur, l'idée est de compter sur le rebond d'une même question pour en déployer l'ensemble des aspects sans prédéterminer la forme, le sens ou les contenus. Et j'espère bien que ces contenus ne seront pas consensuels, qui seront proposés. Je termine en une phrase à propos de ce rapport de la pratique à la théorie. En 1973, c'est, je crois, 72 ou 73, c'est David Halperin qui rapporte cela à propos de Foucault. Après avoir mené le combat du groupe Information Prison, Foucault disait maintenant, nous allons écrire la non-théorie de notre pratique. La non-théorie de notre pratique. Et cette non-théorie de notre pratique, c'était le livre Surveiller et punir. Je crois que nous sommes aujourd'hui commis à écrire la non-théorie de nos pratiques, c'est-à-dire à proposer des élaborations théoriques qui puissent porter trace de cette situation pratique très particulière dans laquelle nous nous trouvons, qui ne cherche pas à la recouvrir derrière des constructions englobantes et systématiques, mais qui en porte directement trace. Je vous remercie de votre attention. Merci Mathieu. Ce que j'ai toujours beaucoup admiré chez toi, c'était ta capacité à tout comprendre d'un événement, même sans y avoir participé, à faire des échos avec ce qu'on a dit avant-hier, il y a 3 jours, etc., alors que tu ne pouvais pas être là. D'une certaine manière, je dirais que cet espace interstitiel que tu appelles de tes voeux et qui te semble très, 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 très difficile à trouver encore, à construire, c'est exactement le projet de la colonie. C'est exactement le projet de la colonie, c'est ce qui se passe depuis 3 jours, à mon avis. Et à ma surprise même, je dois dire, il se trouve que ça a été populaire. Ça a été populaire. Il y avait des conférences. On est resté sur des modes discursifs et ça a été populaire en termes de public, puisque le public était là. Et à partir de 17h ou 18h ce soir, vous verrez que probablement on ne trouvera plus une place quand on se marchera dessus face à parfois des théoriciens très ardus ou des théories très ardues. Je ne dis pas ça du tout pour nous tresser des lauriers, parce que c'est formidable et je crois que c'est l'immense générosité de Kader qui a permis ça. Mais je dois dire aussi que c'est un projet qui se fait sans institution et sans... Bien sûr, je suis sûr que vous allez dire, mais non, il exagère, etc., mais sans relais médiatique. Bien sûr, il y a de la presse sur Kader, il y a de la médiatisation de Kader avec le prix du chant, etc. Mais un événement comme celui-ci, j'ai pas vu un seul journaliste. J'ai dit le premier jour qu'il y a 3 jours, un journaliste du journal du dimanche me laisse un message. Je me dis, tiens, super, le journal du dimanche, je veux venir couvrir l'événement. En fait, il me demandait de savoir si j'avais quelque chose à dire sur la campagne Instagram des candidats à la primaire de gauche. J'ai dit qu'évidemment, j'avais rien à dire, mais qu'il pouvait venir là. Bon, fin de l'anecdote. Il se trouve que, par ailleurs, je te remercie d'avoir tout à fait mis en avant les notions de production et d'amplification. On a reçu des gens cette semaine qui sont exactement, qui font leur métier de cela. Je pense à Bernd Scherer de la Haus der Kultur an der Welt. C'est un grand théoricien pour moi et pourtant il écrit parfois, mais c'est un producteur de théorie. C'est un producteur de théorie, c'est le producteur d'un lieu parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est quand tu dis créer des lieux interstitiels, oui, mais d'abord, il faut créer un lieu. Je veux dire, il faut trouver un lieu. Il faut trouver un lieu et la grande difficulté dans ce pays en particulier, parce que ce que tu décris là n'est pas généralisable à d'autres pays. Ce n'est pas du tout le cas de la scène berlinoise, qui est exactement ça. C'est-à-dire c'est une scène constituée d'espaces interstitiels qui entretiennent des relations plus ou moins proches et des articulations plus ou moins proches avec des espaces moins interstitiels.
la question complexe pour le moment ici en France, c'est que on présupposerait qu'il n'y a pas de public pour ces espaces interstitiels, alors que c'est qu'il n'y a pas de lieu pour les accueillir. Et que généralement, ces lieux, ils sont où? En périphérie. Ils sont dans les périphéries. Je peux redire ce qu'on a dit déjà ici, l'espace Chiasma, les laboratoires d'Aubervilliers. Maintenant, la colonie est plus centrale. Mais ce sont aussi des lieux qui souffrent beaucoup des politiques publiques, institutionnelles et du traitement médiatique. Je signale que Chiasma, qui est un lieu extraordinaire, un petit lieu, mais un lieu extraordinaire, a vu sa subvention coupée qui était très faible, et déjà coupée de 80%. C'est un impact immédiat, c'est-à-dire qu'une des cellules de production du savoir, de ce savoir ni académique ni médiatique, mais de ce savoir produit, amplifié, Olivier Marbeuf est un amplificateur. C'est une figure d'amplificateur magnifique. Eh bien, il souffre énormément. Kader a compris, il souhaitait créer un lieu. Je ne veux pas du tout parler à sa place, hein, mais il a compris que s'il il voulait créer des forums et des agoras de ce type, il fallait que ça soit sur des ressources privées. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu voir pendant quelques jours, vraiment, je le pense, c'est une volonté, comme je ne l'avais jamais vue ailleurs, de amplifier cette amplification. Après, c'est peut-être mes yeux un peu émerveillés de ce qui se passe qui me fait dire ça. Donc, je n'ai pas vraiment de question, si ce n'est de dire que, d'une part, cette situation, tu pointes exactement, à mon avis, le lieu contemporain de la théorie. C'est-à-dire que le lieu contemporain de la théorie, c'est pas... Bien sûr, on peut signer ces livres. Si, on peut les signer. Mais à condition de ne pas les signer comme le démiurge et l'auteur moderne, tout-puissant, qui n'entre à dialogue avec personne. Quand Latour est ici, Latour, c'est aussi un producteur de théorie en même temps qu'un homme qui signe ses livres. Mais il est aussi dans des signatures collectives. Donc, première chose, première remarque, je trouve que il y a quand même plein d'aventures, y compris au front le plus visible de la théorie. Latour en est l'exemple, hein, le plus reconnu, etc., de personnes qui ouvrent à la fois au collectif et aux autres pratiques. Deuxième remarque, il y a un problème sociologique. Hein, il faut faire une sociologie du champ spécifique à chaque pays. Parce que pourquoi Berlin est une scène qui a permis ça? C'est parce que... c'est à cause, d'une part, de la situation universitaire en Allemagne, qui est d'une certaine manière bien pire qu'en France, ce qui est, sur d'autres plans, est bien meilleur, mais sur certains plans, est bien pire. Et donc, il fallait créer des espaces interstitiels, parce que l'université, Armen pourrait le dire bien mieux que moi, ne pouvait pas accueillir ces approches-là. Mais d'autre part, je me dis, s'il te plaît, sois notre agent double, tu es au cœur de l'institution, et moi, je crois en toi, je crois moins à cette institution. Voilà. Trois petites remarques. La première, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui un désir de appelons ça un désir de théorie, qui est multiforme et qui est extrêmement intense dans de très nombreux endroits, et qu'il est très facile de caricaturer ou de rabattre. Parce qu'il peut prendre parce que les formes de la curiosité sont diverses, bon. Mais que ce désir de conceptualité, disons, et des corps ensemble par ailleurs, c'est deux choses, et de présence, et de présence, qui pose encore ouais. d'autres questions, oui, effectivement, du rapport de la présence à l'ubiquité, ce qui est une affaire compliquée, mais cet appétit-là, cette appétence-là, elle est, comme je voyage un petit peu, je la constate, et ton livre en rend compte, dans de très nombreux pays, sous des modalités différentes, et qui trouvent à s'investir ou à se cristalliser ou pas, dans des lieux, dans des espaces publics, dans des productions intellectuelles, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je réagis juste sur la question de la notion d'institution, parce que j'ai une amie qui m'a cité il y a 2 jours Merleau-Ponty disant une institution, c'est ce qui donne de la durée aux actions et aux expériences. Et je crois que dès lors qu'on institue un lieu, on a affaire à un certain nombre
de problématiques d'institutions, y compris de micro-institutions, de contre-institutions, etc. Une partie de ce que j'ai dit était sur le mode de l'avertissement, faire attention, hein, parce que, en particulier, je pense qu'on a tôt fait de convoquer les grands anciens au chevet des expérimentations nouvelles qu'on met en place, et il y a des... À mon avis, hein, c'est peut-être juste un effet de fatigue ou d'envie de passer à autre chose. Je trouve qu'à certains moments, ça marche plus. Voilà, ça marche plus. Donc, les questions, il y a aujourd'hui des petites institutions, des grandes institutions, des petites institutions cachées dans les grandes, etc. Je suis pas sûr d'être au cœur de l'institution, par exemple, mais il faudrait en parler longuement. La troisième chose, et là où je suis absolument d'accord avec toi, c'est que ce paysage-là, il suppose une attention à la biodiversité. On parle, il y a une métaphore, je ne sais pas si c'est vrai aussi en américain, mais la notion d'écosystème est devenue un mot de passe incroyable. Je croise plus personne qui me dise pas oui, on est dans le même écosystème. Bon, pour désigner au fond des relations d'affinité entre des lieux, des associations, des entreprises, etc. Bon, on parle d'écosystème. Je trouve que c'est une métaphore qui n'est pas mauvaise parce que elle pose la question de la biodiversité, c'est-à-dire des conditions qui permettent à une diversité de lieux, des grands, des petits, d'exister ensemble, et aussi parce que certaines politiques publiques, au nom par exemple d'éviter le saupoudrage, d'éviter de trop saupoudrer les dépenses, de les concentrer sur de grands lieux, un certain nombre de politiques publiques nuisent à la biodiversité des lieux de la pensée. Et je pense que ça, c'est un objectif politique absolument essentiel. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Mathieu Pot-Bonneville ? Bon, merci beaucoup pour l'intervention. Et j'avais juste vu passer effectivement cette question de, enfin, la petite micro-polémique, enfin en tout cas autour de ce faux papier publié dans la Radio Salée. Mais en fait, la question que je pose, c'est, mais là, il y a aussi toute la question de l'interpellation. Moi, quand je l'ai vu, j'ai éclaté de rire, en fait, et je me suis senti vraiment pas pris dedans. Et je n'ai pas senti ce que tu dessines très bien, en fait, comme un partage, enfin, comme quasiment la délimitation d'un espace de débat et vraiment d'une claire définition d'un espace de débat, parce que je me sens vraiment projeté ailleurs par rapport à ce débat-là. Et parce que autant la politique des revues que tout l'espace institutionnel qui est derrière, j'ai l'impression, de toute façon, ne m'inclut pas. Et c'est pour ça que je dis, mais derrière, il y a aussi la question de qui est interpellé par ça. Et en t'écoutant, je me suis dit, mais enfin, c'est curieux, j'ai vraiment même pas ressenti autre chose que j'ai juste rigolé quand j'ai vu ça et je suis passé outre parce que je n'ai même pas senti la portée qu'il pouvait avoir. Et je me dis, mais pourtant, je suis, tant bien que mal, dans l'institution, avec un regard très critique. Donc, c'est ça la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment, une possibilité aussi de... Enfin, juste enfin, je sais pas, ouais. Oui, je suis d'accord. Non, ce qui était étrange, c'est de se retrouver... comment dire ? C'est un peu comme dans une bagarre où d'un coup, on voit son nom surgir enfin, c'était assez étrange que dans cette histoire ancienne et dont j'avais le sentiment que pour moi, elle ne me concernait pas directement, le Collège international de philosophie soit considéré comme le cœur de l'affaire, ce qui paraissait assez étrange parce que il semblait qu'on était très loin du compte. Je suis d'accord avec le sentiment que tout ça ne peut ne pas nous concerner. Je trouve quand même, enfin, je trouve problématique que la théorie que l'on fabrique, quand bien même moi personnellement je n'ai plus de rapport avec l'université depuis assez longtemps, que la question de l'université soit considérée comme une question close. Voilà. Je trouve que la manière dont ce papier en particulier oppose la sphère du savoir académique et tout ce qui l'entoure
en ne laissant de solution en ne laissant aucune solution intermédiaire, pose vraiment un souci, parce que si aujourd'hui on perd par ailleurs le contact avec ce qui se produit d'effectif dans le champ du savoir académique, on perd quand même quelque chose de très consistant, et que par ailleurs les formes d'élaboration théorique qui aujourd'hui se produisent et qui sont entièrement indifférentes à cette production-là ne m'intéressent pas beaucoup non plus. Voilà. C'est-à-dire, je trouve que ce contact gagne à ne pas être entièrement perdu. Alors, ça sera la dernière question, hein, mais allez-y, bien sûr. Disons la deuxième et dernière. Oui. En fait, moi, je suis assez content avec le collègue, dans le sens où déjà, il me semble déjà en France, il y a une longue tradition de la pensée qui sont très poreux. Et toute la vitalité de la pensée française, philosophique et autres, vient du fait qu'il n'y a jamais eu en fait des formes d'exclusivité trop fortes. Là, je parle aussi du point de vue étrangère, donc voilà, j'ai vécu autre chose avant d'arriver en France et avant de devenir universitaire en France. Mais je dirais que déjà dans l'événement auquel nous assistons, il est construit sur la base d'un plurilogue. Et très franchement, ce que j'assiste depuis une dizaine d'années, voilà, c'est comme la tendance croissante. Après, très franchement aussi, par rapport au nombre de personnes qui assistent, parfois en amphi, j'ai moins d'étudiants. Donc, il me semble que quand même ça a une belle résonance. Et la question de la marginalité, voilà, elle est peut-être un peu plus ambiguë que ça. Voilà. Donc, mais je suis d'accord avec vous aussi, votre dernière avancée sur des lieux où on peut produire un certain type de pensée dans certains types de conditions qui permettent effectivement moins de contraintes. Mais voilà, c'est... Voilà. En même temps aussi, je ne pense pas qu'il y ait une incision radicale en fait, des espaces en fait, de pensée. Au moins, c'est mon avis personnel. Moi, je suis extrêmement enthousiasmé par l'affluence ici. Je serais plus prudent sur la porosité entre les espaces académiques et extra-académiques en France. Oui, en même temps, la seule source de financement française et internationale de cette manifestation est académique et universitaire. Super. Ouais. L'autre source étant la production de la colonie, évidemment. Voilà. Merci à tous. On prend une heure de pause. Merci beaucoup. C'est super.